Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Guinée compte désormais plus de 17 millions d'habitants. L'annonce a été faite ce mercredi à Conakry lors de la présentation des résultats du 4e recensement général de la population. Les détails dans ce journal. Protection de la biodiversité en région forestière, l'on mise sur le renforcement des compétences locales pour concilier conservation des écosystèmes et développement économique des communautés. Rupture collective au siège de la GMD à Kankan, initiée par le directoire régional de campagne. Des prières ont été formulées à l'endroit du Tout-Puissant afin qu'il accorde plus de force au président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est officiel, la Guinée compte désormais 17 521 167 habitants. Ce chiffre clé ressort des résultats préliminaires du 4e recensement général de la population et de l'habitat, officiellement présenté ce mercredi à Conakry sous la présidence du Premier ministre Amadou Riba, une base statistique majeure pour orienter la planification et les politiques publiques du pays. Reportage Adi Kamara. La Guinée se compte et elle se raconte. Pendant des mois, des milliers d'agents recenseurs se sont frayés un chemin dans les moindres recoins du pays afin de capturer l'instantané le plus précis de notre nation. Aujourd'hui, ce travail de fourmi livre ses premiers secrets. À la cérémonie de présentation des résultats préliminaires du 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 4. Les enjeux sont immenses. Une meilleure répartition des ressources, une planification cohérente des infrastructures, une connaissance approfondie des défis démographiques. Les résultats préliminaires que vous venez de présenter tout à l'heure constituent une première lecture actualisée de notre nation. Une photographie vivante de la Guinée, qui compte désormais 17 521 167 habitants. De sa jeunesse avec les moins de 35 ans, représentant 79% de la population. De ses dynamiques démographiques, avec 51,8% de femmes et 48,2% d'hommes. De ces territoires, avec 61,3% de la population vivant en zone rurale et 38,7% en zone urbaine. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les priorités soutenues par le groupe de la Banque mondiale, notamment à travers le projet FASAOK, auquel la Guinée participe avec un financement fourni de la Banque mondiale de 45 millions de dollars américains. Elle traduit une ambition partagée, renforcer les capacités nationales à produire les données utiles, fiables et orientées vers l'action. Derrière ces chiffres préliminaires se dessine le visage de la Guinée de demain. RGPH 4 est le miroir de notre réalité sociale et économique. Un tel défi ne se relève pas seul. L'État guinéen a pu compter sur la mobilisation de partenaires techniques et financiers. Les données qui ont été collectées ont été validées par les experts qui nous ont accompagnés. Les prochaines étapes porteront sur l'élaboration de 22 rapports thématiques pour approfondir la connaissance sur des thématiques bien précises, telles que le chômage, la jeunesse, le handicap et la pauvreté. Ensuite, l'élaboration d'une base de sondage, les enquêtes nationales futures et enfin, les projections démographiques pour les prochaines années. L'UNFPA a accompagné ce processus dès sa phase préparatoire à travers une assistance technique pour la conception méthodologique, la mobilisation de ressources, l'acquisition d'équipements logistiques, le renforcement des capacités de l'Institut national de la statistique en cartographie numérique et en analyse statistique, l'appui à l'assurance qualité et à l'observation indépendante, et la mise en place des paiements électroniques sécurisés pour le personnel. Ce recensement
est un outil de transparence et de justice sociale. Le gouvernement, par cet investissement, jette les bases d'une gouvernance éclairée et proche des réalités du terrain. 17 500 000 habitants. Il faut qu'on fasse comprendre à nos compatriotes, cela ne veut pas dire qu'il y a 17 500 000 Guinéens. Il y a 17 500 000 personnes qui vivent en République de Guinée. Et dans le RGPH 4, la diaspora n'est pas comprise dedans. Donc c'est les populations résidentes. Les statistiques améliorées nous permettraient d'avoir une idée de combien exactement nous sommes en République de Guinée des citoyens et des citoyennes de ce pays, et par extension vérifier dans les recensements des autres pays éventuellement la composition et la répartition de nos compatriotes, surtout dans les pays limitrophes, pour avoir une idée de combien sommes-nous en tant que citoyens guinéens. Les chiffres sont éloquents. Nous pouvons faire plus de 20 millions, 22, 23, 24 millions de Guinéens répartis à travers le monde. À travers ces différents discours, désormais, c'est la voix de tout un peuple qui résonne. Cela porte les espoirs de nos campagnes, les ambitions de notre jeunesse et les défis de nos villes. Aujourd'hui, grâce à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, et à la mobilisation de tous, la Guinée montre son engagement sans faille à promouvoir la planification du développement. Et puis en plus bref et en image, la 44e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran est officiellement lancée à Conakry ce matin. Une compétition d'envergure qui réunit cette année 250 candidats dont 35 filles. L'événement est organisé par le secrétariat général des affaires religieuses en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite. Son objectif, promouvoir l'apprentissage, la maîtrise et la bonne interprétation du Saint-Coran tout en valorisant l'excellence et la discipline au sein de la jeunesse guinéenne. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Amadou Riba. Dans l'actualité encore, Simandou Academy, le président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République d'Iba Diakité, a présidé ce mercredi la signature d'un partenariat stratégique entre le SNAB et la SOGEB pour renforcer le capital humain. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans le cadre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 porté par la vision du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Commentaire Oumar Bari. Sous la présidence du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, une étape majeure a été franchie dans la mise en œuvre de l'initiative Simandou Academy. Au Petit Palais de la Présidence s'est tenue ce mercredi 25 février 2026 la cérémonie officielle de signature du partenariat entre le Service national des bourses extérieures SNAB et la Société de gestion et d'exploitation du backbone national SOGEB en faveur du renforcement du capital humain. La cérémonie a réuni les conseillers à la présidence, l'administrateur général de la CGP, le président du conseil d'administration de la CTG, le directeur général du SNAB, le directeur général de la SOGEB, le président du conseil d'administration de la SOGEB ainsi que les cadres des deux institutions. Ce protocole d'accord consacre une alliance structurante entre deux leviers essentiels du développement national. Entreprise publique stratégique chargée du déploiement des infrastructures numériques nationales, la SOGEB s'associe désormais à l'effort de formation des élites guinéennes à travers un appui direct aux bourses d'excellence. Au-delà d'un simple soutien financier, il s'agit d'un engagement citoyen fort. Investir dans la jeunesse, soutenir le mérite et préparer les compétences indispensables aux grandes transformations économiques du pays. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans le cadre du programme de développement socio-économique durable et responsable de Simandou 2040,
porté par la vision du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. À travers l'initiative Simandou Academy, l'ambition est claire, former une génération capable d'accompagner les grands projets structurants de la Guinée, notamment dans les secteurs stratégiques liés à la transformation économique et technologique. En présidant la cérémonie, M. Djiba Diakité a partagé la vision du chef de l'État et rappelé que sans développement du capital humain, l'on ne saurait produire une transformation durable. Il a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif des structures étatiques pour faire émerger une élite compétente, intègre et tournée vers le service de la nation. Nous rendons un grand hommage au chef de l'État, son Excellence, président de la République Mamadi Doumbouya, pour sa détermination, son leadership et sa grande capacité aujourd'hui de pouvoir dégager une vision de développement claire pour notre pays en structurant un programme de développement dénommé Simandou 2040 qui est une planification rigoureuse de notre pays pour les 15 prochaines années avec aussi des objectifs clairs, comment faire de la Guinée pour les 15 prochaines années une économie de destination. Oui, nous voulons que le monde entier s'élève et a envie de faire le choix de dire si je dois choisir pour passer mes vacances, je vais en Guinée. Nous pensons que c'est possible, nous avons le potentiel touristique, culturel, mais au-delà, nous allons aussi développer des services de qualité pour le bien-être dans notre pays. Cette planification rigoureuse du développement de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années, c'est aussi, au-delà de faire de la Guinée une économie de destination, c'est aussi de faire de la Guinée une économie des ressources. Nous avons, je crois que ce n'est un secret pour personne, également un potentiel immense de ressources naturelles. Nous pensons que c'est un levier stratégique qu'il faut continuer à gérer avec une intelligence collective. Mais au-delà, nous pensons aussi qu'au cœur de cette ressource, c'est aussi notre ressource intellectuelle. Nous avons envie, sur les 15 prochaines années, d'exporter plus de matières grises que de matières premières. Et le président a initié dans ce sens-là un composant stratégique que nous sommes en train d'opérationnaliser au fur et à mesure. C'est l'initiative Simandou Academy. Nous avons déjà des premiers livrables, en commençant par les Britanniques militaires de Guinée. Je rappelle que la première génération de cette école passe le BEPC cette année. D'autres initiatives sont en train de se matérialiser. Ces initiatives continuent, que ce soit dans la promotion de l'éducation d'excellence, mais également de la recherche et d'innovation, mais aussi dans la création des partenariats stratégiques, que ce soit avec les grandes écoles, les grandes universités de la Guinée, du continent, du monde entier. C'est l'occasion pour nous de saluer cette initiative de SOGEB en mieux s'organisant avec une intelligence collective. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas nous-mêmes à commencer à financer nos structures, nos ambitions. Et c'est ce que nous avons fait pour faire asseoir notre souveraineté économique au-delà de notre souveraineté politique. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des structures qui sont capables de travailler ensemble, de faire face aux défis. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison que d'autres structures de l'État ne puissent pas emboîter les pas. Nous les invitons vivement à venir s'inspirer de ces bonnes pratiques, de cette initiative pour accompagner l'excellence éducative, mais également de la recherche et de l'innovation. Il faut qu'on puisse continuer à avoir ce type de collaboration simplifiée dans notre pays. Pour le SNAB, les bourses financées dans le cadre de ce partenariat seront destinées à de brillants étudiants guinéens poursuivant leurs études à l'étranger dans des filières prioritaires pour le développement national. La SOGEB s'engage à financer par an les études d'excellence à l'extérieur. Nous allons choisir des filières de prédilection
dans le sens de Simandou Academy pour pouvoir développer l'ingénierie, la médecine et ainsi de suite. À travers ce partenariat, la SOGEB pose un acte de confiance envers la jeunesse guinéenne et affirme son rôle d'entreprise publique engagée dans le développement durable du pays. Nous apportons le financement parce que le SNAB aujourd'hui gère tout le cursus des boursiers guinéens et a besoin de moyens pour pouvoir envoyer nos jeunes se former et avoir de la compétence pour pouvoir soutenir le développement de la nation. Mais pour cela, il faut les moyens. Et nous, la SOGEB, nous commençons aujourd'hui à aider le SNAB dans ce domaine, à aider la Guinée. Et le montant que nous avons mis en place, on ne va pas s'arrêter là. Au fur et à mesure que la société connaîtra de la croissance, nous renforcerons notre capacité financière auprès du SNAB. Alors, le protocole d'accord qui vient d'être signé entre la SOGEB et le SNAB consiste au financement de bourses d'excellence que la SOGEB, sur son budget de responsabilité sociétale des entreprises, met à disposition du SNAB pour accompagner la formation de l'excellence. Alors, la SOGEB, entreprise citoyenne, entreprise publique à 100%, qui travaille dans l'innovation, dans les télécommunications, s'est dit qu'elle ne peut pas être en marge de la vision du chef de l'État de faire du capital humain la première richesse de notre pays. On a eu une cérémonie très solennelle, donc la signature d'un accord de bourse entre une société étatique, donc la SOGEB, et le SNAB. L'idée ici, c'est de réellement démontrer comment toutes les structures étatiques, mais aussi les structures privées, peuvent soutenir l'excellence en Guinée, l'excellence académique. Donc, par cette occasion, je tiens vraiment à inviter toutes les entités qui ont à cœur le développement du capital humain en Guinée, de réellement contribuer à la démarche de Simandou Academy, de nous accompagner ne serait-ce que techniquement, mais aussi financièrement à travers des bourses telles que la société SOGEB vient de le faire aujourd'hui. La signature de ce protocole d'accord traduit ainsi une volonté partagée, promouvoir l'excellence, renforcer les compétences nationales et accompagner les talents guinéens vers les plus hauts standards internationaux. Avec Simandou Academy, la Guinée ne prépare pas seulement des diplômés, elle prépare les bâtisseurs de son avenir. Le garde des Sceaux a entamé une série de rencontres avec les plus hautes institutions judiciaires du pays, de la Cour suprême au Conseil supérieur de la magistrature en passant par la Cour des comptes et la CRIEF. Le ministre est allé à la rencontre des acteurs pour s'enquérir des réalités du terrain. Reportage Tierno Younoussaba, Madi Bangoura. Alors que la date des élections communales et législatives est fixée par le président de la République au 24 mai prochain, la Direction générale des élections DGE veut réussir cet autre rendez-vous dans le cadre de la finalisation du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Pour le faire, la DGE a initié cet atelier de validation interinstitutionnelle des scrutins référendaires et présidentiels. L'objectif pour moi, pendant ces 3 jours, est d'analyser et examiner les scrutins dans leur phase administrative, juridique et opérationnelle en termes de collaboration institutionnelle et d'application des textes de loi. La Guinée est rentrée dans une nouvelle culture électorale, avec un nouveau comportement électoral, avec un nouveau tempérament électoral, qui dépasse de loin ce que nous avons vécu pendant les 60 dernières années. Il faut capitaliser sur ce résultat. L'initiative a regroupé plusieurs institutions intervenant dans l'organisation et la réussite des élections en Guinée, comme la Haute Autorité de la Communication HAC. Avant les élections législatives et communales, nous allons publier la liste des journalistes détenteurs de la carte et la liste des médias habilités à exercer. Cela est important pour nous parce que l'élection communale se fait à l'intérieur des circonscriptions. Donc si nous ne savons pas quels sont les médias qui sont habilités à couvrir la campagne, il y a des risques. Au nom de Monsieur le ministre, des félicitations soutenues à l'endroit de la Direction générale des élections.
Ceci dit, le travail n'est pas fini. Nous allons continuer pour aller vers donc d'autres élections. Et après ces deux élections couplées, il ne faut pas oublier également qu'il nous restera également les élections sénatoriales, mais également régionales, pour respecter toutes les institutions qui sont prévues dans la Constitution. À l'issue des travaux de cet atelier de 3 jours, la DGE ambitionne de compléter le rapport national d'évaluation des scrutins référendaires et présidentiels et permettre l'élaboration d'un nouveau cadre d'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie OIF d'une part et de l'autre de contribuer à qualifier les prochaines élections en Guinée. Comme vous venez de le constater, c'était une rencontre avec les acteurs sur l'organisation des élections. Un reportage signé Amadou Touré. Et puis ce communiqué numéro 002 MATD CAB 2026. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a l'honneur de porter à la connaissance des dirigeants des partis politiques légalement constitués qu'à la suite de la promulgation de la loi organique LO 2025-035 CNT du 21 novembre 2025 portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Un nouveau cadre juridique régit désormais la création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des partis politiques en République de Guinée. En application expresse de l'article 51 de la dite loi organique, tous les partis politiques légalement constitués à la date de sa promulgation disposent d'un délai transitoire impératif de 6 mois allant du 25 novembre 2025 au 25 mai 2026 pour se mettre intégralement en conformité avec les nouvelles exigences légales. À l'expiration de ce délai, tout parti politique n'ayant pas satisfait aux obligations prévues par la loi perd automatiquement son statut juridique sans préjudice des autres sanctions prévues par les tests en vigueur. À cet effet, le ministre rappelle que durant le délai mentionné, les partis politiques sont tenus de procéder à une mise en conformité complète de leurs tests, structure, organes et pratiques conformément aux dispositions des articles 6, 9, 18, 19, 40 et 51 de la loi organique précitée. Le dossier de mise en conformité doit être déposé en 4 exemplaires au secrétariat de la Direction générale des affaires politiques et comprendre obligatoirement les pièces suivantes. 1. Les procès-verbaux des congrès extraordinaires de mise en conformité régulièrement tenus à tous les niveaux de l'organisation du parti, de la base au sommet, comité de base, sous-section, section, fédération et bureau exécutif national, attestant de l'adoption des réformes exigées par la loi organique. 2. Les statuts et le règlement intérieur mis à jour dûment adoptés, signés et timbrés, consacrant notamment l'alternance démocratique au sein des partis politiques et prévoyant une instance interne compétente pour l'examen et le règlement des différends entre membres ou organes du parti. 3. La liste nominative des membres des organes de direction faisant apparaître un quota d'au moins 30% de femmes dans les organes décisionnels de la base au sommet. 4. Le programme politique actualisé détaillant clairement le projet de société du parti. 5. Le quitus fiscal individuel de chacun des membres de l'organe dirigeant, bureau exécutif national. 6. Les copies des titres de propriété ou des contrats de bail relatifs au siège national et aux sièges locaux implantés dans chacune des 33 préfectures. Le ministre précise que tout parti politique n'ayant pas déposé un dossier complet et conforme à l'issue du délai de 6 mois prendra subséquemment son statut juridique conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi organique. Le gouvernement de la République de Guinée réaffirme son engagement à accompagner les partis politiques dans ce processus de mise en conformité en vue de la consolidation d'une démocratie forte, inclusive, responsable et respectueuse des valeurs républicaines.
Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sait compter sur la bonne compréhension, la responsabilité et la collaboration de l'ensemble des acteurs politiques. Le présent communiqué tient lieu de notification officielle. Conakry, le 25 février 2026, signé M. Ibrahim Khalil Condé. Communiqué numéro 003 MATD CAB 2026. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a l'honneur de porter à la connaissance des responsables et dirigeants des mouvements politiques existants ainsi que de ceux en cours de création qu'à la suite de la promulgation de la loi organique LO 2025-035 CNT du 21 novembre 2025 portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique, un nouveau cadre juridique régit désormais la création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des mouvements politiques en République de Guinée. En application des dispositions des articles 2, 4, 6, 43 et 44 de la dite loi organique, tous les mouvements politiques existants à la date de sa promulgation sont tenus de se conformer aux conditions requises pour être légalement constitués. Tout mouvement politique qui ne satisfait pas aux obligations prévues par la loi organique submentionnée s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. À cet effet, un délai de 6 mois allant du 25 novembre 2025 au 25 mai 2026 est accordé aux mouvements politiques pour procéder à une mise en conformité complète de leur existence, test, structure, organes et pratiques avec les dispositions de la loi organique précitée. Le dossier de déclaration de constitution de mouvement politique doit être déposé auprès de l'autorité territorialement compétente selon l'étendue de l'activité du mouvement politique. 1. Au ministère en charge de l'administration du territoire pour les mouvements dont l'activité couvre l'ensemble du territoire national. Au gouvernorat pour les mouvements dont l'activité couvre une région administrative ou la zone spéciale de Conakry. À la préfecture pour les mouvements dont l'activité couvre une préfecture. À la sous-préfecture pour les mouvements dont l'activité couvre une sous-préfecture. Toute autorité territoriale ayant reçu une déclaration de mouvement politique est tenue d'en faire notification au ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le dossier de déclaration doit comprendre les pièces suivantes. A. Les manifestes avec les mentions suivantes. Les objectifs du mouvement, les conditions d'adhésion et de radiation des membres, les règles de fonctionnement démocratique des instances dirigeantes, les dispositions relatives à la gestion financière et patrimoniale, la durée d'existence du mouvement, la dénomination, le sigle ou le symbole du mouvement ne prétend à aucune confusion avec ceux d'un parti politique ou d'un autre mouvement déjà existant. B. La liste d'au moins 25 membres fondateurs ainsi que celle des dirigeants avec indication de leur nom, prénom, profession, domicile, contact et signature dûment certifiée avec un quota d'au moins 30% de femmes dans les organismes décisionnels de la base au sommet. C. Les copies conformes des pièces d'identité des dirigeants. D. L'adresse officielle du mouvement politique. E. Le reçu de paiement de la redevance versée au compte générique du Trésor public numéro 001/101-1000-148-71 ADT, dépôt des services publics ouverts à la Banque centrale de la République de Guinée BCRG. Le ministre précise que tout mouvement politique n'ayant pas déposé un dossier complet et conforme à l'issue des délais de 6 mois prendra subséquemment son statut juridique conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi organique. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la décentralisation sait compter sur la compréhension, le sens de responsabilité et la collaboration de l'ensemble des acteurs politiques. Le présent communiqué tient lieu de notification officielle. Conakry, le 25 février 2026, M. Ibrahim Khalil Condé.
Le garde des Sceaux a entamé une série de rencontres avec les plus hautes institutions judiciaires du pays, de la Cour suprême au Conseil supérieur de la magistrature en passant par la Cour des comptes et la CRIEF. Le ministre est allé à la rencontre des acteurs pour s'enquérir des réalités du terrain. Reportage Tcherno Younoussaba. De la Cour suprême au Conseil supérieur de la magistrature, en passant par la Cour des comptes et la CRIEF, le garde des Sceaux est allé à la rencontre des responsables pour échanger sur le fonctionnement de leur structure. Objectif, s'enquérir des réalités du terrain et écouter les préoccupations des acteurs du système judiciaire. La Cour suprême tient à vous assurer de sa pleine disponibilité à accompagner, dans le strict cadre de ses attributions, toute initiative visant à consolider l'efficacité, la crédibilité et l'indépendance de la justice guinéenne. Cette visite a été également une occasion d'exposer les difficultés auxquelles leurs institutions sont confrontées et de solliciter un accompagnement du département de la justice. La Cour des comptes se tient à vos côtés pour contribuer dans le respect de ses prérogatives au renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'efficacité de l'action publique. Depuis sa mise en place en 2016, elle exerce l'ensemble de ses prérogatives juridictionnelles et non juridictionnelles. Plusieurs défis sont à relever, défis pour lesquels nous sollicitons votre précieux appui. Le Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, assure, à travers son secrétariat exécutif, la préparation technique, administrative et juridique de ces travaux. À chaque étape, le garde des Sceaux a insisté sur la nécessité de travailler en équipe. L'idée vise à améliorer le système judiciaire conformément à la vision du président de la République. Avec tous les chefs de service, on a discuté de comment nous devons faire pour refonder notre justice, de ce qu'on doit faire pour que cette justice aille en mieux. Cette population, je les rassure qu'on fera tout pour qu'elle puisse avoir confiance en sa justice. Le ministre de la Justice a par ailleurs réaffirmé sa volonté de promouvoir une collaboration harmonieuse entre les pouvoirs publics dans le strict respect du principe de séparation des pouvoirs. Il s'est engagé à soutenir les services relevant de son département afin de renforcer l'efficacité et la crédibilité de la justice. Volet formation de ce journal, les futurs officiers de la 5e promotion du cours d'état-major quittent momentanément les casernes pour s'imprégner des réalités institutionnelles du pays. Question de comprendre les mécanismes essentiels qui régissent la vie de la République. Reportage adjudant Abdul Kader Kamara. Ils font partie des futures têtes pensantes de la Grande Muette. 35 officiers stagiaires de la 5e promotion de l'école d'état-major Guinée ont quitté les salles de classe pour une confrontation directe avec les réalités de l'État. Une immersion pour comprendre les rouages qui font bouger la République. Les échanges ont permis à ces officiers stagiaires de comprendre de long en large comment les services de ces institutions fonctionnent, mais aussi de comprendre un peu le rôle de complémentarité qui existe entre ces institutions civiles et l'institution militaire. En tant que force de proposition que ces officiers stagiaires seront, il est important pour eux d'acquérir un certain nombre de connaissances dans ces institutions afin de pouvoir les intégrer pour leurs futures responsabilités professionnelles. L'objectif est clair. Un chef militaire ne doit plus seulement maîtriser l'art de la guerre. Il doit aussi comprendre l'appareil qu'il sert. Des mécanismes administratifs aux subtilités de la gouvernance, rien n'est laissé au hasard. Parmi ces stagiaires, on compte 11 officiers étrangers et 2 personnels féminins. Une preuve de la montée en puissance de l'enseignement militaire guinéen sur le continent. Les cadres n'ont pas hésité à partager avec nous leurs connaissances. Cela nous a permis d'enrichir les connaissances que nous avons reçues en salle, les connaissances théoriques et de les confronter aux réalités du terrain. Cette immersion dans les institutions civiles et militaires nous a permis, nous, officiers stagiaires, d'appréhender la quintessence de l'organisation des missions et du fonctionnement de ces institutions civiles et militaires. Le parcours est un véritable marathon institutionnel. Du ministère de la Défense nationale à l'état-major général des armées, en passant par le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, les différents états-majors des armées de terre, air,
maires, la direction générale du corps des conservateurs de la nature, la haute autorité de la communication HAC, le Conseil national de la transition CNT et la Cour des comptes. Les stagiaires ont également découvert le mécanisme d'alerte précoce ainsi que le département des affaires étrangères. Quand on vous voit ici, ensemble, des pays africains, dans la même tenue, travaillant ensemble, ça ne fait que plaire à notre chef de l'État, ça ne fait que plaire aux Guinéens et nous sommes heureux de vous accueillir sur la terre africaine de Guinée. Accueillis partout avec les honneurs, ces futurs cadres bénéficient d'une synergie inédite entre le monde civil et militaire. Cette formation d'excellence forge une nouvelle génération d'officiers, aussi à l'aise dans la stratégie de combat que dans la compréhension des défis de l'État moderne. Formation toujours, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, renforce la rigueur et la qualité dans la formation des futurs enseignants. À l'occasion d'une cérémonie d'accueil organisée récemment, les principes de fonctionnement de l'institution ont été expliqués aux nouveaux étudiants, un événement qui marque le début de leur immersion dans les valeurs et exigences de l'établissement. Le point avec Alpha Isiagaba. Institution de formation des formateurs, lycée Gali, rigueur académique et expérience dans l'encadrement des futurs enseignants. Devant les étudiants orientés au compte de l'année 2025, les responsables de l'institution expliquent les conditions de séjour ainsi que les règlements intérieurs de l'institution. Tout apprenant, élève ou étudiant qui change de cycle vit une transition. Il mérite un accompagnement au cours de cette transition. Parce qu'il quitte un milieu qu'il connaît, auquel il est habitué, pour aller dans un second milieu qu'il ne connaît pas. Il faut que le milieu de départ le prépare par rapport au milieu d'accueil. Il faut que le milieu d'accueil soit prêt à le recevoir et encadrer son intégration. Si ceci n'est pas, il va vivre un traumatisme, une perturbation qui risque de compromettre ses études. Au titre de l'année académique 2025, plus de 1000 étudiants ont été orientés à l'ISEG. Des apprenants qui considèrent le métier d'enseignant comme une véritable passion. Je suis contente de me retrouver ici à l'ISEG parce que j'ai opté pour l'enseignement. Voilà, c'est mon propre choix, ils m'ont orienté ici. C'est la meilleure institution qui forme les futurs enseignants. À l'ISEG, la relève éducative se construit avec des étudiants déterminés à faire de l'enseignement un levier de développement économique et social. Et puis Sogires, une société de BTP et l'université Kofi Annan de Guinée vient de signer un partenariat. L'accord vise à faciliter la pratique aux étudiants sortants. Reportage Sekou Souma, Mohamed Kamara. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la valorisation de l'enseignement technique, de l'ingénierie et d'architecture, un élément essentiel dans la lutte contre le chômage. Les autorités actuelles ont fait de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité et ce partenariat est un pas dans la bonne direction. Nous sommes satisfaits et les obligations dictées par rapport à cette convention, nous pensons que vraiment chaque partie doit être capable de respecter les engagements de cette convention pour que vraiment ensemble nous puissions bâtir l'avenir. Ça va dans l'intérêt du pays sous l'ère du président Mamadi Doumbouya parce que l'objectif aussi c'est construire la Guinée. C'est un engagement fort qui va permettre aux étudiants guinéens, à la jeunesse guinéenne de faire face à l'emploi. Nous avons signé cette convention pour permettre aussi à la Sogires d'avoir des meilleurs étudiants pour qu'à leur tour puissent avoir les formations les plus adéquates dans le domaine des génies civils. Le partenariat prévoit que les étudiants en ingénierie de l'université Kofi Annan de Guinée puissent effectuer des stages au sein de la Sogires, qui est un acteur majeur dans le domaine de la construction en Guinée. Les étudiants auront ainsi l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances théoriques et de gagner de l'expérience professionnelle. La filière d'ingénierat en génie civil est très présente donc à l'école polytechnique des ingénieurs. Nous avons mis en place donc une convention qui clarifie. Formaliser les relations, c'est une excellente chose. Donc, on pouvait travailler, placer nos étudiants en stage. Il y a des engagements des uns et des autres. Et le grand gagnant dans tout ça, c'est l'étudiant. Nos partenaires, justement, ils nous offrent cette opportunité donc, de rallier la pratique à la théorie. Ce partenariat est un exemple de la collaboration entre le secteur privé et les institutions d'enseignement pour promouvoir l'emploi des jeunes en Guinée. Il est espéré que d'autres entreprises suivront l'exemple de la Sogires pour offrir des opportunités similaires aux étudiants.
Dans l'actualité toujours, réunion du comité de pilotage de l'ITUE, le rapport de validation de la Guinée par les groupes multipartites de l'ITUE a été examiné. C'est le ministre des Mines et de la Géologie qui a présidé la rencontre. Reportage Moussa Kouyaté. Cette réunion axée sur l'examen du projet de rapport a mobilisé les membres du comité venus des départements sectoriels, de la société civile et des institutions républicaines. Le comité a échangé autour de la notation de la Guinée et des recommandations formulées. Il était aujourd'hui question de se retrouver, de discuter en GMP de la notation de la Guinée, mais également des recommandations pour pouvoir retourner. Parce que la Guinée a été notée à un point quand même important, globalement. C'était positif. Donc on a eu un point allant au-delà de 70. Donc du coup, c'est un point positif. Et on regardait le rapport, l'examinait pour regarder justement le retour de l'équipe de validation et du secrétariat exécutif pour voir qu'est-ce qu'on pouvait dire par rapport à ces différents points, notamment les recommandations et les notations. Les autorités du ministère des Mines et de la Géologie ont salué les efforts de l'ITIE ces derniers temps pour la bonne gouvernance dans les zones minières. L'ITIE reste et demeure un engagement continu du département. La question de conformité elle est extrêmement importante. La conformité environnementale, mais également la conformité sociale. La gouvernance, c'est ce qui concerne l'ITIE. Le respect de ces trois normes, c'est un des piliers de notre politique minière. On ne peut pas attirer d'investissements importants dans notre secteur minier, ni avoir un développement durable de notre secteur minier si ces trois piliers ne sont pas respectés. Environnement, social et de gouvernance. La Guinée est un pays minier et le comité promet de travailler pour crédibiliser davantage ce secteur stratégique pour l'économie avec l'accompagnement technique et matériel des autorités. En région forestière, la protection de la biodiversité franchit une nouvelle étape. Le projet d'amélioration des capacités de planification de la biodiversité mise désormais sur le renforcement des compétences locales pour concilier conservation des écosystèmes et développement économique durable. Reportage Mohamed Salioupaï. Renforcer les capacités scientifiques, institutionnelles et communautaires, c'est l'objectif de ce projet d'amélioration de la planification et de gestion de la biodiversité dans la région. Au cœur de cette initiative, la valorisation des espèces forestières endémiques et à forte valeur socio-économique. Une démarche qui place les communautés au centre de l'action environnementale. Nous sommes à notre 3e année et on est en train de nous édifier sur les plans des espèces forestières telles que les petits koalas, les bêtes médias et gynopia. Souvent, on a l'habitude de les mettre en pépinière. Et on a dégagé l'importance des pépinières, comment faire pour gagner de l'argent sur ces espèces pérennes. Depuis qu'on est là, on est sur les plans, comment avoir l'intérêt de tout ce qu'on fait. Travailler beaucoup pour que la sueur coule là, c'est pas bon. Il faut travailler techniquement. C'est la tête qui joue à l'heure là. Cette formation vise à doter ces acteurs locaux d'outils concrets pour assurer la viabilité économique et la gestion durable de leur initiative. Nous voulons que ces communautés voient l'importance de ces espèces, que ce soit médicinales, économiques ou forest, que ce soit au niveau écologique. Nous voulons que ces communautés voient également qu'elles peuvent gagner de l'argent avec ces espèces forestières-là. Ces différents groupements ont des agréments régionaux et après ça, on les a aidés à passer à ouvrir des comptes bancaires dans un microfinance qui est l'ANALA Assurance. Et ces groupements aujourd'hui, chaque fin du mois, tout ce qui est élaboré dans le statut et règlement, ces groupements mettent en valeur. Les pépinières communautaires représentent un levier stratégique. Elles permettent la production et la diffusion d'espèces locales menacées ou à forte valeur économique. À travers cette approche intégrée, le projet ambitionne de concilier conservation environnementale et développement local en soutenant des initiatives économiquement rentables et écologiquement responsables. Des kits de protection individuelle en faveur de 1000 personnes vivant avec l'albinisme en Guinée. Les produits sont financés par le budget national de développement. Leur acquisition permettront d'offrir une santé de peau et oculaire adéquate aux bénéficiaires. Reportage Mohamed De Camara. Dans son combat,
En faveur de l'inclusion des personnes défavorisées, le gouvernement guinéen, à travers le ministère en charge des solidarités, offre des kits de protection individuelle à 1000 personnes vivant avec l'albinisme. Ces différents produits vont permettre à ces personnes en manque de mélanine d'avoir une protection des peaux et des yeux pendant une période donnée. Le gouvernement guinéen, à travers notre département, a engagé la procédure d'acquisition de ces produits qui vont servir pendant 8 mois en ce qui concerne les produits corporels et 2 ans pour le kit ophtalmologique. C'est une fierté pour nous, pour dire que les autorités sont à remercier par rapport à ça, parce que venir en aide aux personnes atteintes d'albinisme, ce n'est pas chose facile. Vous savez que nous sommes dans une zone purement tropicale où il fait excessivement chaud, donc les gens souffrent. Et là, quand nous voyons quand même le département aussi qui vient en aide par rapport à ça, ne fait que nous réjouir. Nous disons merci d'abord aux autorités. Les personnes atteintes d'albinisme présentent une particularité cutanée à cause notamment du déficit de la substance de mélanine dans l'organisme. C'est pourquoi les autorités font de leur protection une priorité. Les kits qui ont été distribués ici contribuent à les protéger justement contre les effets néfastes du soleil. Et c'est même important que l'on s'oriente vers une production locale des écrans solaires parce que cela existe dans certains pays de la sous-région. L'action qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la vision humaniste et inclusive portée par son Excellence le Président de la République, Mamadi Doumbouya, dont la gouvernance place la dignité humaine, la justice sociale et la protection des couches vulnérables au cœur de l'action publique. Ces kits comprennent entre autres des crèmes solaires, des lunettes photochromiques, du savon, du beurre de karité et d'autres produits essentiels au bien-être de cette couche. Un autre geste aussi symbolique en ce mois de Ramadan, l'amicale des étudiants de la faculté de sciences sociales et de la nature de Donka Façonnade offre des vivres et des non-vivres aux démunis en ce mois de pénitence à la mosquée Faisal de Conakry, une façon de les accompagner dans l'accomplissement de leur foi. Maria Diallo. Ce don, composé de vivres et de non-vivres, est une assistance de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences sociales et de la nature de Donka Façonnade. Il est destiné aux personnes nécessiteuses en ce mois de pénitence. La démarche de l'amicale est de participer à des actions sociales ou encore aux projets de développement qui auront un impact positif sur les populations les plus démunies. Tous ensemble, nous pourrons œuvrer à rendre la vie un peu moins difficile à nos compatriotes en aidant les pouvoirs publics qui font certainement de leur mieux, mais qui ne peuvent pas tout faire tout seuls. Chacun à sa place peut faire quelque chose et nous, c'est ce que nous avons décidé de faire et nous espérons que les bienfaits de cette activité rejailliront sur l'ensemble de la communauté. Nous sommes dans l'obligation de continuer en tant que musulmans, en tant qu'humains aussi, comme l'a dit le président de l'amicale. Il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent, d'être riche pour faire un geste à son prochain. Donc c'est dans cette dynamique que je les ai accompagnés. La remise se déroule ici à la grande mosquée Faisal de Conakry. Le geste redonne de l'espoir chez les bénéficiaires, surtout en cette période de recueillement et de générosité. Pour cette fois, on a eu une tonne de riz avec aussi 20 cartons de sucre que nous avons partagé. On a donné du savon, l'eau de javel et pour nettoyer les toilettes de la grande mosquée. Ce que vous avez amené, c'est une chose recommandée dans l'islam. Ce n'est pas au moment du mois de Ramadan seulement, mais si c'est au moment du mois de Ramadan, c'est double, c'est plus recommandé. Par ce geste, les membres de la Façonnade comptent élargir ce genre d'initiative à d'autres couches sociales qui sont surtout dans le besoin. Ramadan encore avec la rupture collective au siège de la GMD à Kankan. Elle est initiée par les membres du directoire régional de campagne pour réunir toutes les couches sociales sans distinction. La mobilisation était aux couleurs de la cohésion sociale pour susciter de plus en plus le sentiment patriotique. Reportage Diamokaba. Le mois sacré de Ramadan, un véritable mois de partage. Cette bienfaisance islamique se matérialise
par ces petites agitations à la porte du siège des GMD ici à Kankan. À l'intérieur, une commune volonté pour la rupture collective des jeunes. Une première initiée pour affermir davantage les liens d'amitié et de fraternité afin de réunir les entités sociales de Baté autour d'un idéal commun, celui de prôner la paix. Habituellement, c'était une fois, 2 fois. Dans le mois, on se regroupait. On faisait des bénédictions, on faisait des doigts. Mais cette fois-ci, grâce à l'initiative de notre sœur Acha, Madame Kamara, et elle a commencé à organiser ça du premier jour. Nous sommes le 7e jour et elle a l'intention de poursuivre jusqu'au dernier jour, le 30e. C'est l'occasion de se pardonner, c'est l'occasion de prier avec la foi. Chacun de nous sait que la religion musulmane, la religion chrétienne partout, quand on dit Ramadan, le mois de carême, c'est des occasions que chacun profite pour bénir. Sur les tables, tous les goûts sont là pour communier dans l'esprit du vivre ensemble. Une action collective de grâce spirituelle pour démontrer l'aspect de la tolérance comme une valeur à préserver soigneusement. 2 icônes, 2 idoles de la ville de Kankan, à savoir Aïssa Doumbouya, Madame Kamara et Monsieur Boub Kondé. C'est des initiateurs, le tout accompagné par le directoire de campagne de Kankan pour réunir les musulmans ici au Kizé, pour qu'on continue de bénir pour le président de la République, pour bénir autour de la paix. Nous sommes là non seulement pour la rupture collective, mais aussi pour porter la voix de Adjama Silla, la maman du chef de l'État. Avec les fidèles chrétiens et musulmans, nous avons partagé ces souhaits dans le registre de la bonne cohabitation pacifique pour le progrès de notre cher pays. À l'initiative d'Aïcha Doumbouya et de Sékou Bil Kondé, la grâce divine est implorée pour susciter davantage le sentiment patriotique. Le rendez-vous est à vivre pendant 1 mois pour renforcer le dialogue interreligieux et la cohésion sociale. Pour finir, ce coup dur pour Fodé Youssouf Youla. Sa plantation d'anacardier d'une superficie de plusieurs hectares a été entièrement ravagée par un incendie d'origine criminelle. Selon les premières constatations, les faits se sont produits à Kolata, dans la préfecture de Forikaria, laissant derrière eux désolation et incompréhension. Reportage Tamsir Kamara, Marwan Kamara. Le sol est encore noirci, les feuilles calcinées. C'est ici, à Kolata, dans la sous-préfecture de Maferenya, se tendait une plantation d'anacardier soigneusement entretenue par le jeune Fodé Youssouf Youla. En quelques heures, le feu a réduit à néant 2 hectares de plusieurs années d'investissement et d'espoir. Il y a un frère du village qui m'appelait pour m'informer que ma plantation a pris feu et que quelqu'un est venu mettre de l'incendie. Donc je suis venu en courant. Bon, quand je suis venu, effectivement, j'ai vu que l'incendie avait déjà fait son travail. Comme vous pouvez le constater sur le terrain, il a ravagé toute ma plantation. Imaginez une plantation de 2 hectares et quelques, et tout est parti en fumée. Au-delà des pertes matérielles, cet incendie relance la question de la sécurité des exploitations agricoles. En attendant les résultats de l'enquête, Fodé Youssouf appelle à l'aide pour relancer son activité et éviter l'abandon de son exploitation. Et j'ai mis tout mon fonds en faveur de cette plantation, de cette activité. Et quand on regarde un peu Sengelé, maintenant là on ne peut pas trouver des gens pour pratiquer ce genre de travail. Il m'a fallu aller jusqu'à Moussaïa. Imaginez la distance de Maferenya à Moussaïa pour chercher des travailleurs. D'abord, du défrichage jusqu'à maintenant là, le coût que j'ai investi, c'est énorme. Donc j'invite toutes les personnes de bonne volonté qu'ils me viennent en aide pour que je puisse reprendre mes activités. La culture de l'anacarde représente une source essentielle de revenus pour de nombreux jeunes ruraux. Cette perte constitue donc un véritable coup dur, non seulement pour l'exploitant, mais aussi pour l'économie locale.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Menengi. C'est dans la préfecture de Kouroussa, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.